Donc bonjour à tous, je suis donc Stéphanie, je suis l'auteur des coffrets de cartes mentales. Tout d'abord, merci d'avoir commandé vos coffrets sur notre site internet, puisque vous avez choisi le site des auteurs plutôt que d'autres sites de géants du web. Donc merci pour ça, c'est vraiment gentil de nous avoir choisis. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer. Enfin, moi, je vais vous donner quelques pistes pour utiliser les coffrets de cartes mentales avec vos enfants. Voilà ce que je vous propose dans notre atelier. Première partie de cet atelier, c'est quoi une carte mentale? Là, on va rentrer un petit peu plus dans les fondements théoriques de la carte mentale. Dans un deuxième temps, je vous donnerai pas mal de possibilités d'utilisation pour les cartes mentales et vous verrez qu'on peut à la fois les utiliser dans la vie quotidienne et dans la vie scolaire évidemment, mais aussi dans le quotidien. Donc vous verrez que ça peut... Et on terminera l'atelier par une petite proposition de do it yourself. On va créer un sous-main de cartes mentales. Voilà, pour vos enfants, pour qu'ils aient toujours sous la main leur carte mentale nécessaire pendant la période. Donc voilà, on va commencer. Donc n'hésitez pas via le chat à poser vos questions. J'y répondrai au fur et à mesure. Voilà, notamment sur peut-être vos coffrets. Est-ce que vous les avez déjà pris en main? Est-ce que les enfants ont eu un bon accueil? Voilà, ça on pourra aborder ce point à la fin de l'atelier si vous avez des questions, mais n'hésitez pas au cours de l'atelier si vous avez des questions sur les sujets qu'on est en train d'aborder. Donc première partie, c'est quoi une carte mentale? Donc une carte mentale, je vais vous donner la définition vraiment littérale de la carte mentale. Donc c'est une carte mentale qu'on appelle aussi une carte heuristique, arbre idée ou mind mapping en anglais. C'est une représentation spatiale des informations. Elle permet de visualiser les liens entre les idées et d'avoir une approche globale d'un sujet. C'est une autre manière de représenter l'information. On a plutôt l'habitude d'avoir une représentation linéaire, on va le voir tout à l'heure. Et là, la carte mentale, ça permet une autre manière de représenter l'information, plus visuelle et donc plus spatiale. Comment est-ce qu'on lit une carte mentale? Donc, la lecture de la carte mentale commence en haut à droite, donc là, en l'espèce, la branche verte. Et on va commencer par la lecture de la grosse branche et ensuite la lecture de la branche secondaire. Et on va rentrer dans le détail de la branche principale en suivant du haut en bas les branches secondaires. Et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc la lecture va continuer par la branche principale rose, puis ses branches secondaires qui vont détailler le sujet, puis la jaune et enfin la violette. Donc voilà pour le sens de lecture, qui n'est pas forcément tout de suite facile à appréhender pour les enfants, puisqu'ils ont plutôt tendance à commencer la lecture par la branche en haut à gauche, et ensuite continuer dans le sens des aiguilles du monde, mais ils auraient plutôt tendance à commencer par la dernière branche plutôt que la première. Donc ça, c'est un petit point qu'il faut rapidement acquérir, mais c'est assez facile, les enfants le comprennent assez vite. Alors, comment concevoir une carte mentale? Alors, pour cela, il y a quelques règles à respecter qui sont cartographiées là, dans cette carte. On commence par choisir un papier au format A4. A5, c'est vraiment le minimum pour la réalisation d'une carte mentale. Ce papier, on va le positionner en format paysage et pas en format portrait, parce que notre cerveau est plutôt mieux câblé pour regarder à une vision plutôt panoramique et pas forcément une vision portrait. Donc, on va faciliter l'usage de notre cerveau. Ensuite, on va choisir une feuille vierge plutôt qu'une feuille à petits carreaux parce qu'inconsciemment, notre cerveau va suivre les lignes. Alors que s'il est sur une feuille vierge, le cerveau va
laisser libre cours à sa créativité pour la réalisation de sa carte mentale. Donc voilà pour la partie papier. Ensuite, le cœur. Le cœur de la carte, c'est le sujet de la carte, le sujet qu'on va cartographier. Ce sujet, on va le centrer au milieu de la feuille et on va le plus possible l'imager. Pourquoi est-ce qu'on va l'imager? Déjà, ça va nous permettre d'avoir une carte agréable à regarder, qu'on aura envie de relire, et surtout pour ancrer dans notre cerveau l'image du sujet et donc tout ce qui va s'y rapporter. Si on n'est pas très inspiré ou si l'illustration est un peu difficile, on va mettre au centre un nuage. En général, c'est ce qu'on trouve sur les centres des cartes mentales. Voilà pour le cœur. Continuons par les branches. Donc, alors les branches, on a vu tout à l'heure, il y a des branches principales qui sont les sous-thèmes de la carte et les branches secondaires qui permettent de détailler le thème qu'on est en train de lire. Donc, cette branche, elle a un thème, elle a une couleur pour faciliter la lisibilité et la lecture et surtout la mémorisation. La forme de la branche est souple et inclinée à 45 degrés maximum. Et la longueur de la branche est égale à la longueur du mot. Pourquoi? Parce que s'il y a un trou, s'il y a un espace sur cette branche, le cerveau va se dire, tiens, il manque quelque chose, c'est que quelque chose a été oublié. Donc, l'important, c'est vraiment d'avoir la même longueur pour le mot et la branche. Concernant les mots qui vont être positionnés sur ces branches, on utilise des mots-clés, on essaie de mettre peu de mots, idéal, et on va les positionner sur la branche. Pas dessus, pas dessous, pas rayé, sur la branche. Et enfin, les pictos. Donc, les pictos qu'on utilise, on essaie qu'ils soient simples, évocateurs pour la personne qui va les choisir, les dessiner. Et on peut choisir des symboles. Par exemple, vous avez les symboles routiers, vous savez les émoticônes. Il y a vraiment plein de choses qui existent pour illustrer facilement une idée ou un mot. Et donc, on va faire des petits dessins assez simples. Donc, voilà pour les règles pour concevoir sa carte mentale. Alors, la carte mentale, c'est un outil très efficace parce qu'elle utilise le fonctionnement naturel du cerveau et de la mémoire. Alors, on a deux hémisphères, un hémisphère droit et un hémisphère gauche, qui utilisent qui ont un fonctionnement spécifique. Et quand les deux hémisphères fonctionnent de manière simultanée, c'est à ce moment-là que la mémoire est facilitée et on retient plus facilement les choses. C'est-à-dire que quand un mot, hémisphère droit, est associé à une forme ou à une couleur, hémisphère gauche, dans ce cas-là, la mémorisation est plus forte. Quand on va dans le détail d'une information et que le cerveau a une vision aussi globale du sujet, là aussi, on utilise les deux hémisphères du cerveau, ce qui permet la facilitation de la mémorisation. Donc c'est pour ça que la carte mentale est un outil très efficace. Cette carte mentale, cet outil a été créé par un Américain qui s'appelle Tony Buzan et qui faisait des études sur le fonctionnement du cerveau. Et c'est en faisant ces études qu'il a découvert que le cerveau fonctionnait, que les deux hémisphères fonctionnaient de cette manière. Et lorsqu'ils étaient sur un fonctionnement simultané, c'était beaucoup plus efficace de retenir quelque chose. Alors, pour comprendre l'intérêt des cartes mentales, vous pouvez faire cette petite expérience avec vos enfants. Vous pouvez tout d'abord montrer à votre enfant une leçon traditionnelle. Donc là, par exemple, celle des angles. Donc, vous voyez qu'on a quatre parties à cette leçon. Ça, c'est des leçons qu'on peut très facilement retrouver dans les cahiers des enfants.
C'est assez standard comme mise en forme. Donc, on a la définition, les types d'angles, comment est-ce qu'on identifie un angle, et enfin, comment est-ce qu'on mesure un angle. Donc, ces quatre, je vais leur montrer cette manière de faire la leçon traditionnelle. Et ensuite, vous pouvez montrer à votre enfant une autre manière de présenter l'information sous forme donc de carte mentale. Et donc, vous pouvez lui demander ce qu'il préfère entre ces deux représentations. Est-ce qu'on est plutôt sur une représentation linéaire? Donc ça, c'est vraiment la façon traditionnelle de présenter les choses. Ou une leçon sous forme de carte mentale. Et donc là, si votre enfant se dit, bon, bah oui, effectivement, ça c'est quand même plus sympa, il y a moins de mots, il y a des couleurs, il y a des petites illustrations, etc., probablement que votre enfant préférera cette représentation donc spatiale de l'information plutôt qu'une information linéaire. Donc là, on retrouve bien les codes de la carte mentale. On a peu de mots, mais vous voyez que parfois, il y en a plus que un ou deux, hein, mais bon, ça permet parfois de mettre une idée clé, surtout en géométrie où parfois on a plus de choses à préciser. Mais on a une couleur par branche, une couleur dominante, donc peu de mots, des idées qui sont illustrées par des petits pictogrammes, par exemple la montagne avec son sommet pour le sommet de l'angle, ou encore des astuces visuelles avec l'angle droit, tiens-toi droit, hein, les enfants, on leur dit souvent ça, donc ça peut être une petite astuce pour que ils puissent se souvenir de tout ça. Voilà, l'association des mots-clés et des images favorise la mémorisation. Le fait qu'on ait des couleurs, des petites astuces mentales, c'est parfois un petit peu drôle, etc. Les enfants vont être plus motivés à relire leurs leçons et donc l'apprentissage sera un peu plus facile. Alors, les atouts de la carte mentale, pour conclure sur cette partie un peu théorique, les atouts de la carte mentale, c'est d'abord d'avoir une représentation simplifiée de l'information, la mise en avant voilà, de mots qui sont clés, donc on a une vision beaucoup plus synthétique de l'information, plus claire, on ne va illustrer que les choses les plus, une vision d'ensemble, puisque à la lecture de la carte mentale, on a l'ensemble d'un sujet traité et on a une vision détaillée puisque dans chaque branche, on va pouvoir aller détailler un sujet, un sous-thème pour là aussi avoir l'ensemble de l'information. La carte mentale, ça va faciliter le repérage dans la leçon puisqu'on sait exactement où est-ce qu'on en est, la compréhension, puisque on utilise les mots qui sont les plus importants, on les associe à des images pour une meilleure mémorisation et compréhension. Et surtout, et ça c'est probablement l'atout le plus important pour les enfants, c'est que grâce à sa lecture rapide, la lecture d'une carte mentale, on en a pour 2-3 minutes versus une leçon traditionnelle où là, on va en avoir pour 5-7 minutes. Donc, le fait d'avoir une lecture rapide, ça permet donc des révisions peut-être plus simples, plus régulières. Hein. La carte mentale, elle peut être, par exemple, relue avant d'aller se coucher pour permettre une bonne mémorisation grâce au sommeil. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez donner, vous pouvez expliquer à vos enfants. C'est que quand on lit le soir une carte mentale, le lendemain matin, on la connaît par cœur. Parce que le cerveau a ancré ces informations et le sommeil a fait que les informations se sont bien enregistrées et en général le lendemain matin ça revient comme par magie assez facilement et c'est assez chouette de voir que les enfants connaissent tout sur le bout des doigts. Et enfin, le résultat, donc on a un apprentissage plus rapide, plus facile et surtout plus ludique. Souvent,
quand l'apprentissage des leçons est un peu une corvée, un peu un calvaire, aussi bien pour les enfants que pour les parents, la carte mentale peut être un vrai outil pour simplifier les relations, surtout sur ce temps parfois un peu complexe des leçons, des devoirs. Et voilà, donc le résultat, plus de plaisir, plus de motivation et plus de réussite, parce qu'encore une fois, cet outil, c'est un outil qui fonctionne avec le fonctionnement naturel du cerveau et donc il est plus efficace. Voilà pour cette première partie. Maintenant, je vais vous donner un peu des exemples d'utilisation des cartes mentales pour que vous-même, vous puissiez, avec vos enfants, utiliser cet outil aussi bien dans la vie scolaire. Ça, vous avez déjà les contrats, donc c'est peut-être déjà quelque chose que vous faites, mais aussi, pourquoi pas, dans la vie quotidienne, en famille ou avec potentiellement vos autres enfants. Donc, on peut l'utiliser dans la vie quotidienne et dans les activités scolaires. Donc, par exemple, pour les petits, les tout petits, qui ne connaissent pas encore la lecture, la carte mentale peut utiliser notamment là pour installer la routine du soir. Donc là, on voit que la carte mentale permet de définir quelles sont les étapes entre le dîner et le coucher. L'enfant va pouvoir se repérer dans le temps, ce qui est toujours un peu difficile pour les tout petits. Donc une carte qu'on va suivre au fur et à mesure, donc le dîner, les dents, et là les enfants n'ont pas besoin de savoir lire, c'est la force de l'image qui va permettre la compréhension. Donc l'enfant va pouvoir se positionner dans le temps et mieux appréhender la fin de cette routine puisqu'il sait exactement où est-ce qu'il en est. Donc c'est une façon là, encore une fois, de faciliter le repérage des enfants et la compréhension d'un sujet. Dans la vie quotidienne, autre exemple, la gestion des émotions. La colère, par exemple, peut être un peu compliquée à gérer pour les enfants et pour les parents aussi d'ailleurs. Et cette carte mentale va permettre aux enfants de comprendre comment, pourquoi et quand on ressent cette émotion. Quand est-ce qu'on ressent de la colère? Quand on est frustré, par exemple, ou quand on est face à une situation d'injustice, l'enfant peut ressentir cette émotion. Mais qu'est-ce qu'on ressent concrètement? Donc ça, c'est une carte mentale qui permet aux parents d'expliquer que potentiellement, le cœur de son enfant bat plus vite, qu'on a chaud, de colère, que les muscles se contractent, qu'on a les poings serrés, qu'on a mal au ventre. Donc ça, c'est plutôt le ressenti. Et pour sortir de cet état qui n'est pas forcément agréable pour eux, qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir? Donc, un câlin à un parent, on peut faire de la pâte à modeler pour se défouler, aller crier dans la colère room, que vous pouvez identifier dans votre maison, ou encore le papier de la colère, où on va froisser un papier pour se défouler et mettre la colère dans la corbeille, ou respirer, méditer, se concentrer sur autre chose que sa propre colère. Donc ça, c'est une façon d'expliquer aux enfants pourquoi ils ressentent ça, qu'est-ce qu'ils ressentent physiquement et surtout quelles sont les solutions potentielles pour sortir de cet état. Donc cette émotion, on a aussi la colère, la tristesse qu'on peut aussi illustrer sous forme de carte mentale pour bien comprendre, bien faire comprendre ça aux enfants. Autre sujet de la vie quotidienne, les gestes éco-responsables. Nos enfants seront certainement les sauveurs de notre planète. Donc eux, comment très vite les bons gestes à avoir. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez, pourquoi pas, réfléchir en famille et construire en famille vos règles, vos gestes éco-responsables, que ce soit à la maison, que ce soit dans la nature ou lorsqu'on est consommateur. Donc voilà, ça ce sont des sujets qu'on peut très bien donc discuter en famille, choisir les différentes actions de la famille,
concevoir sa propre carte mentale avec des petits dessins qui sont faciles à trouver et faciles à illustrer. Et une fois que votre carte est faite, la positionner sur le frigo ou sur la porte d'entrée pour que chacun puisse se remémorer ce qui aura été dit pendant cette... attendez, je vous demande une seconde. Pardon. Donc, voilà, une manière de représenter et de réfléchir à un sujet qui est important avec votre famille. Deuxième, autre exemple sur la vie quotidienne, la recette du gâteau au chocolat. Voilà, moi j'ai des petites qui ont 5 et 4 ans. Et donc ça peut permettre de les rendre autonomes sur la réalisation d'une recette, par exemple. Et donc, voilà, on a fait ce gâteau au chocolat, par exemple, hier. Et donc, elles ont, ma fille qui a 5 ans, elle a su aller chercher tous les ingrédients et reprendre toutes les étapes de la préparation. Donc, le dessin, là encore, peut être... ça peut permettre de faciliter la réalisation dans ce cas-là, d'une recette d'un gâteau. Donc, voilà, les ingrédients, la préparation et la cuisson. Donc, c'est assez, tout ça est assez ludique et les enfants vont pouvoir s'approprier cet outil, la carte mentale, pour ensuite l'utiliser dans la vie scolaire. Donc, dans la vie quotidienne, de trouver les thèmes qui vont correspondre à vos problématiques. Voilà, si par exemple à la maison, les règles de politesse ne sont pas toujours bien respectées, peut-être utiliser cette thématique pour réfléchir ensemble en famille à quelles sont les règles de politesse qui sont importantes pour la famille et réaliser une carte mentale pour bien résumer et rendre accessible votre réflexion. Alors, dans la vie scolaire, là aussi, plusieurs utilités possibles. Dans les coffrets, vous avez bien entendu les cartes mentales des leçons, mais vous pourriez aussi utiliser l'outil la carte mentale pour cartographier une récitation. Alors là, peut-être que ce n'est pas forcément toujours utile de cartographier l'ensemble de la récitation. Peut-être que si votre enfant bloque sur deux strophes, ou l'enchaînement des strophes, ou l'enchaînement des vers, vous pourriez juste cartographier les éléments qui coincent pour l'aider à mémoriser sa récitation. Autre exemple dans la vie scolaire, les cartes vocabulaire. Donc là, vous pouvez facilement ajouter tout un tas de mots de vocabulaire que vous allez regrouper par thème. Là, on a 4 thèmes sur les 4 branches, les légumes, les fruits, les boissons et la viande. Et là, vous pourriez imaginer mettre une feuille A3, par exemple, dans votre cuisine. Et dès que quelqu'un sort quelque chose du frigo ou d'un placard, identifier si l'aliment est déjà sur la carte mentale, et si ce n'est pas le cas, de venir chercher la traduction et de venir mettre sur la carte mentale le nouvel ingrédient, le nouvel aliment. Donc ça, c'est une manière de développer son vocabulaire et de rendre agréable l'apprentissage de la langue. Voilà aussi une carte sur les
les formules. Donc là, on est sur, par exemple, le calcul des aires. Et donc, vous avez quatre formules qui sont les plus souvent utilisées dans les problèmes des enfants. Donc voilà, le triangle, le carré, le disque, le rectangle. Cap, une petite carte mémoire qui va leur permettre d'avoir toujours sous la main les différentes formules. Donc ça, c'est très facile à réaliser. Même les enfants peuvent les réaliser assez facilement par eux-mêmes. Une autre carte là on est plutôt sur une carte méthode, le schéma narratif du conte. Donc si vos enfants sont en 6e, vous n'avez pas probablement pas échappé au conte. Donc cette carte mentale, elle permet de illustrer le schéma narratif. Donc on a différentes étapes dans la construction d'un conte. Tout d'abord la situation initiale, avec la présentation des personnages, des lieux, des époques et le problème rencontré. Ensuite, l'élément perturbateur, qui va donc être l'élément qui va faire que la situation initiale va changer, c'est un élément de rupture. Ensuite, les péripéties qui vont être vécues par les différents protagonistes, avec les différentes épreuves. Ensuite, le dénouement du conte, réussite ou échec. Et ensuite, la situation finale, c'est-à-dire le retour à la normale et donc la conclusion du conte. Donc, cette carte mentale, elle va permettre quoi? La première utilisation possible, quand on est dans la lecture d'un conte, c'est de pouvoir identifier, et ça, ce sont des choses qui seront demandées aux enfants lorsqu'ils étudieront le conte en 6e, ça va être d'identifier quelle étape l'auteur du conte est en train de d'écrire. Donc, on va pouvoir choisir, enfin, identifier ces différentes étapes. Et la deuxième utilisation possible, c'est de concevoir, par votre enfant, bien sûr, un conte où, avant la rédaction, il va pouvoir faire un plan. Et ce plan pourrait être, par exemple, le remplissage de cette carte mentale. Donc, avec voilà, les différents personnages, les lieux. Et donc, c'est en créant en amont de l'écriture cette carte mentale que votre enfant pourra écrire, rédiger un petit conte, avec en ayant au préalable réfléchi à l'architecture de son conte. Un autre exemple sur la lecture, parce que c'est souvent quelque chose de compliqué avec les enfants. Mon grand garçon qui a aujourd'hui 14 ans a encore des difficultés à lire, commencer une page et ne plus savoir ce qu'il a lu sur le haut de la page. Donc là, pour rendre actif son enfant à la lecture, on peut lui donner ce type de carte. Alors peut-être qu'on peut l'adapter en fonction du livre qu'il est en train de lire, mais ça peut permettre d'avoir une lecture plus active puisqu'on va chercher à remplir, à renseigner cette carte. Donc par exemple, quels sont les personnages? Et en ayant en tête qu'il doit remplir ces différentes branches sur les personnages, dès qu'il va être en lecture d'une description, d'un personnage, etc., il va pouvoir inscrire le nom du personnage, sa description physique, etc., sur cette carte-là. Ça permet une lecture active et donc une meilleure compréhension des pages qui sont lues. Et enfin, dernier exemple sur l'utilisation des cartes mentales. Là aussi, on est sur une carte plutôt méthode. Astuce pour des devoirs à la cool. Donc, une mise en condition, tout d'abord, première étape, puisque quand on revient de l'école, on a besoin, après le goûter, après voilà, d'avoir peut-être discuté avec les copains à la sortie de l'école, etc. On a besoin de se remettre en condition pour se mettre dans une bonne disposition pour faire ses devoirs. Donc, plusieurs exemples d'actions pour se mettre en condition. Donc, un petit temps de relaxation ou pourquoi pas un petit mandala ou se défouler pendant 3 minutes, aller courir autour de la table, de la maison ou écouter une musique.
Une fois que cette étape, cette phase de mise en condition est terminée, on passe à la deuxième étape qui est l'étape de la préparation et qui, pour moi, est la plus importante parce que si on ne prépare pas bien cette séance de devoir et qu'on est sur un hors-sujet, par exemple, sur un exercice, on va démotiver fortement l'enfant qui aura passé 15 minutes à faire un exercice alors qu'il n'a pas compris le libellé de la question ou ce qu'il devait faire dans cet exercice. Et donc là, pour repartir et pour se remotiver, ce sera vraiment, vraiment compliqué. Donc pour préparer la séance, on s'installe confortablement, on sort son bon matériel et surtout donc on comprend les consignes des exercices. Une fois qu'on est bien préparé, on se met au travail. Et donc on se met au travail. Alors on va pas voilà, partir pour une heure et demie de devoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va saucissonner la séance. On va alterner entre phase de concentration où votre enfant sera totalement dans ce qu'il est en train de faire et des phases de pause où là, il peut relâcher la pression pendant 5 minutes. Donc l'intérêt de ça ne sera pas dans un tunnel sans lumière, il sera plutôt dans des petites étapes, des petits pas qu'il va faire au fur et à mesure, et donc ce sera plus simple d'aller plus loin. Et enfin, quatrième étape, l'auto-évaluation. Alors l'auto-évaluation n'est pas forcément à faire systématiquement, elle va permettre de mettre le point sur si par exemple votre enfant a fait une super phase de devoir, une super séance de devoir, essayez que votre enfant comprenne pourquoi il est dans cet état hyper positif, hyper motivé, etc. Et au contraire, si la séance n'est pas très bien passée, essayez de comprendre pourquoi il n'a pas été efficace. Est-ce qu'il était tourmenté? Est-ce qu'il s'était fâché avec un de ses copains? Ou est-ce que la maîtresse l'avait enguirlandé, etc. Donc ça permet de faire comprendre aux enfants que notre tête n'est pas dissociée de notre cœur et de notre corps et que si quelque chose ne va pas bien, notre tête n'est pas vraiment tout à ce qu'on fait, et donc voilà, faire un exercice de maths quand on s'est fâché avec son meilleur copain, bah voilà, c'est un peu compliqué. Et si votre enfant arrive à comprendre ça, voilà, peut-être que c'est déjà une bonne manière de s'écouter, d'écouter ses émotions, et donc de sortir de certains états pour se remettre plus facilement au travail. Et puis ça peut être aussi une façon de discuter avec son enfant sur comment s'est passée sa journée, ou comment ça se passe avec ses copains, sa maîtresse, etc. Voilà pour cette partie idée d'utilisation. Pour continuer, voilà, je vous propose de vous parler un petit peu de mon expérience et pouvoir vous dire comment moi j'ai commencé sur les cartes mentales avec mon fils. Donc voilà, qui a 14 ans. Et donc on a commencé, il avait entre 10 et 11 ans, il était en CM2. Et donc il avait des grosses difficultés scolaires. Il avait complètement abandonné l'idée de travailler. Il détestait sa maîtresse, ce qui est vraiment compliqué pour remotiver un enfant. Et voilà, j'ai d'abord suscité son intérêt et sa curiosité en lui disant que j'avais trouvé un truc super, que ça marchait tout seul, que c'était vraiment magique, que grâce à la carte mentale, on allait résumer en une feuille 3 pages de leçons. Donc ça a été ce qui a fait briller ses yeux. Donc voilà, sans même lui montrer la carte, susciter l'intérêt sur cet outil en lui disant que c'était un truc super que j'avais trouvé et que ça allait vraiment l'aider. Ensuite, toujours en amont de la découverte du matériel, on a été acheter des crayons, des feuilles, des jolies feuilles A4 sans carreaux pour donner un petit peu d'importance à ce nouvel outil. On était vraiment, nous personnellement, dans une phase où
plus rien ne fonctionnait, que ce soit les punitions, le jeu, le fait d'être cool, il n'y avait plus rien qui marchait. Donc, on a vraiment voulu mettre autour de cette carte mentale une vraie dimension nouvelle. Et donc, c'est pour ça que par exemple, l'achat de nouveaux matériels alors qu'on n'en avait pas du tout besoin, voilà, permettait de rendre importante cette nouvelle étape. Ensuite, je lui ai prouvé que ça marchait. Je lui ai présenté, comme je vous ai fait tout à l'heure, deux types de leçons. La représentation linéaire, que j'avais l'habitude d'avoir dans ses cahiers, et qu'il n'arrivait plus du tout à lire, à appréhender. Et la même leçon sous forme de carte mentale. Alors, moi, au départ, je n'avais pas ces cartes mentales, hein, c'est moi qui les faisais. Mais rien qu'avec mes petits dessins un peu moches, ça a quand même bien fonctionné. Et il a évidemment préféré la version où il y avait peu de mots et des petits dessins. Et on a commencé par des cartes simples pour comprendre la lecture de la carte, qu'il fallait mettre des mots-clés, qu'il fallait illustrer avec des petits bonhommes, enfin des petites illustrations assez simples. Donc, on a commencé par des cartes assez faciles, notamment sur je fais ma valise pour les vacances, voilà la carte de ce que j'aime, etc. Et j'ai beaucoup personnalisé les cartes que moi je faisais parce que voilà, la création d'une carte mentale, ça demande beaucoup d'énergie hein, pour un enfant. Donc, c'est vrai que souvent, je faisais les cartes mentales que je personnalisais en fonction de ses goûts. Hein. Il aimait beaucoup le foot, donc dans mes cartes mentales, il y avait beaucoup de joueurs de foot, beaucoup de choses qui lui parlaient à lui. Et donc, ça a vraiment donné un caractère un peu ludique, un peu sympa aux cartes mentales. Aujourd'hui encore, il ne les réalise pas toujours tout seul parce que ça demande des efforts, notamment sur le résumé d'une idée en un mot à faire pour un enfant. Mais au moins, il est coutumier de son utilisation et si je réalise moi-même la carte, il la fera avec, il l'utilisera avec plaisir. Je vous disais, pas besoin d'être un grand dessinateur pour faire des cartes mentales, que ce soit pour votre enfant ou vous, il ne faut pas avoir peur de ne pas faire des œuvres d'art. Et si vous ne voulez pas dessiner, par exemple, vous pouvez très bien rechercher sur des banques d'images, rechercher des illustrations que vous imprimez et que vous découpez, collez sur vos cartes mentales. C'est une façon pour des enfants qui n'oseraient pas dessiner, hein, de peur de mal faire. Vous pouvez leur proposer d'aller chercher des illustrations sur les banques d'images et de les coller sur leur carte mentale. Ça peut être une bonne manière de les déculpabiliser par rapport au fait de dessiner. Voilà, et là je vous montre l'emploi du temps de Lison qui a 6 ans. Et donc elle a fait des illustrations pour voilà, organiser sa semaine. Donc on peut voir que il y a un cartable, hein, le mardi, le mercredi matin, etc. On voit aussi qu'elle dort le dimanche, voilà, elle a peut-être du ballon le vendredi après-midi, on ne sait pas trop, mais en tout cas, elle sait. Et c'est le plus important, hein, c'est que la personne qui dessine, la personne qui illustre les cartes puisse bien comprendre ce que le dessin a voulu représenter. Donc voilà, on va terminer par un rapide do it yourself, la création du sous-main de carte mentale. Donc pour ça, vous avez besoin de 4 pochettes plastiques, d'une paire de ciseaux et du joli du masking tape par exemple, du scotch pour que ce soit un peu plus joli. La première étape, vous découpez les pochettes au format de vos cartes mentales. Ensuite, vous les scotchez en laissant ouvertes les 4 bords extérieurs. Et donc ensuite, enfin, vous venez insérer les cartes mentales du moment, donc celles qui vont être dans les thèmes à apprendre par exemple à l'école. Vous venez les insérer dans ces pochettes
pour pouvoir les laisser sur le bureau, par exemple, en sous-main. Voilà. Donc voilà pour cet atelier. Est-ce que vous avez par hasard des questions? Voilà, on peut utiliser les 2-3 minutes qui nous restent pour échanger. Donc, si vous avez des questions sur l'utilisation de vos coffrets, par exemple, ou sur cet atelier, n'hésitez pas. Là, je vois que Aurélie, Bruno sont en train de taper un petit message. Donc, j'en profite en attendant de voir les. Voilà. Merci pour ça. Nous allons tester les cartes mentales et mon fils adore. Écoutez, c'est top. Hein, c'est la la meilleure des conclusions. C'est vrai qu'on a beaucoup de parents qui nous font ces retours. Et donc, c'est vraiment une belle récompense pour nous de voir que ça fonctionne sur tous ces enfants et que ça simplifie un peu le temps des devoirs. On a du mal à adhérer, donc pour Bruno, d'autres conseils. Donc, vous avez du mal à adhérer, Bruno, sur qu'est-ce qui bloque, par exemple, chez les enfants? Qu'est-ce qui bloque? Vous avez l'impression que est-ce que c'est les dessins? Est-ce que c'est le fait que ce soit pas personnalisé? Vous avez une idée de ce qui peut bloquer chez vous? L'envie, la motivation. D'accord. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses qui les intéressent? Peut-être commencer par des sujets qui les motivent. Peut-être que c'est pas peut-être faire un exposé sur quelque chose, un sport qu'ils adorent faire et utiliser la carte mentale pour le faire. Ça peut-être être une manière de leur donner envie ou en tout cas de montrer que ça a une utilité. Vous nous direz, Bruno, hein, vous essaierez. Vous essaierez, j'espère que ça va. J'espère que ça fonctionnera. Hein. Bon, peut-être que vos enfants ont des profils un peu différents et que bon après faut vraiment s'adapter. Faut s'adapter à eux. Il faut choisir peut-être voilà un sujet qu'ils vont adorer et puis ça peut être une manière effectivement de commencer. Très bien. Bon, vous nous raconterez, Bruno. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, à très bientôt. Bonne journée à vous. Oui, je peux vous envoyer une copie de la conférence. Je vais vous l'envoyer par mail. Merci beaucoup. Au revoir.